Monsieur le gouverneur de la Banque de France voudrait mobiliser l'épargne privée pour le financement de l'Union européenne. Mais dans quel monde vit-il, ce monsieur? Je lui suggérerais en premier lieu de respecter la souveraineté du pays qu'il est censé servir, c'est-à-dire la France. Occupez-vous déjà de nos finances, plutôt que de vous occuper des finances de l'Union européenne, qui est une entité supranationale qu'on avait a priori rejetée en 2005 au traité de Lisbonne, mais que vous avez fait en sorte de faire repasser. Donc ça fait longtemps qu'on n'est pas forcément d'accord pour cette perte de souveraineté déjà. Et en plus, ce monsieur et ses copains voudraient nous faire les poches avec l'argent qu'on a gagné. C'est pas ton argent, gars, c'est le nôtre. Qu'est-ce que vous avez fait, vous et vos petits copains, en balançant de l'argent par les fenêtres dans les années, si je me souviens bien, de 2014 à 2017, avec vos quantitative easing, ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie. Ça a servi à quoi? À éponger des pertes que vos copains des banques privées avaient en partie initiées. Ensuite, il y a eu la gestion désastreuse du Covid, si tant est que tout ça n'ait pas été entièrement orchestré. Vous l'avez sorti d'où l'argent pour verser 10 000 euros à toutes les entreprises par mois pour compenser? Et pourquoi vous vous êtes senti obligé de mettre l'économie à genoux en empêchant les gens de travailler pendant des mois? Combien de dizaines de milliards d'euros vous nous avez obligés à verser à l'Ukraine et à des intérêts privés du complexe militaro-industriel, tout ça pour enrichir des fabricants d'armes, etc. Et maintenant, vous voulez ratisser les tiroirs et nous faire les poches? Donc, juste par plaisir, je vais remettre à tout le monde la vidéo que j'avais sortie en 2018, où je vous prévenais déjà de tout ça. Gars, c'est pas ton argent! C'est pas ton argent! Combien de temps les gens vont supporter encore ce bullshit? Donc, je remets la vidéo que j'avais mise en 2018. Bonjour à vous tous. Alors parfois, on perd un petit peu certaines personnes lorsqu'on parle des manigances occultistes de nos élites. On s'éloigne trop du concret, entre guillemets, selon certains. Mais aujourd'hui, on va être très concret, sur un sujet très terre à terre. L'argent, la dette. Ça vous concerne tous. On va voir les choses sous un angle nouveau. La prochaine crise est programmée. Et il pourrait bien y avoir une grande remise à zéro. Je vais vous expliquer tout ça. Mon but, c'est pas de créer en vous une peur irrationnelle. Mon but, c'est de vous expliquer les choses maintenant, pour que vous puissiez vous préparer avant qu'il y ait une tempête. Si mon ton est un peu alarmiste, c'est justement pour vous alarmer et pour que vous agissiez, pas pour que vous vous recroquevilliez sur vous-même, évidemment. Donc, pourquoi, à votre avis, croyez-vous que nos plus grands patrons d'industrie s'endettent de façon folle? Il y a plein d'exemples qui me viennent en tête, mais un des meilleurs, c'est Patrick Drahi, qui était relativement inconnu jusqu'à ce qu'il rachète SFR. Aujourd'hui, il possède la plupart des télécoms en Israël, et c'est quelqu'un de très puissant également en France. On dit que c'est l'homme à la dette de 45 milliards d'euros. Évidemment, pas directement des dettes personnelles, ça concerne ses sociétés. Mais pourquoi croyez-vous, et il y a plein de capitaines d'industrie qui sont comme lui? Est-ce que vous croyez qu'ils sont complètement fous, qu'ils ont pété un câble, etc. Par exemple, Drahi rachète à tour de bras, il paraît, des rues entières dans une ville suisse, je crois que c'est Zermatt. Est-ce que c'est un comportement hystérique ou réfléchi? Moi, je pense qu'il faut toujours regarder ce que font les riches. Par exemple, ils savent que la nourriture industrielle est à moitié empoisonnée. Et regardez leur ville-là, ils ont très souvent d'immenses potagers dans leur jardin. S'ils achètent de l'immobilier, c'est peut-être uniquement nos économies en numéraire qui sont visées, qui sont à risque. C'est pour ça, à mon avis, que beaucoup de riches se mettent à avoir un comportement de nouveaux riches, entre guillemets. C'est-à-dire, avant, il y avait la richesse discrète. Maintenant, ils achètent à tour de bras, un petit peu. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent que l'argent doit maintenant être dépensé parce qu'il ne vaudra plus rien. À mon avis, seuls les biens mobiliers et immobiliers vaudront quelque chose. Donc, M. Drahi, c'est un exemple. C'est-à-dire que on se demande même comment c'est possible de dormir tranquillement la nuit en sachant qu'on a quasiment 50 milliards d'euros de dettes. Et puis, on ne peut pas dire que le groupe SFR se porte bien. Comment on peut être aussi serein? J'y réfléchis, je me suis dit, il n'y a qu'une seule raison. Ils savent qu'à un certain niveau, les dettes seront annulées et que, en fait, c'est un Monopoly géant. Quand vous jouez au Monopoly, en fait, vous comprenez assez vite que le meilleur moyen de dégager rapidement, en fait, une croissance de votre argent, c'est de s'endetter pour acheter. Enfin, il y a aussi, je sais plus, l'autre jeu qui s'appelle La Bonne Affaire, là, je sais plus. Mais en gros, si dans le jeu on autorise l'endettement, eh bien, celui qui va gagner, c'est celui qui achète dès qu'il peut
et qui ensuite il met des maisons ou des hôtels sur ces rues, et puis là ça douille quoi. Paradoxalement, c'est celui qui s'endette le plus vite qui va s'enrichir le plus rapidement aussi. Donc c'est pour ça qu'ils sont tous dans ce système actuellement. C'est un monopoly géant. Donc, pour en venir aux choses concrètes, on va bientôt entrer, à mon avis, dans un temps de turbulence. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques escrocs, des bandits, pourraient profiter de la situation pour faire main basse sur nos comptes. Est-ce que un blocage de tous les comptes éventuels en cas de crise serait si abracadabrant que ça? Regardons ce qui s'est déjà passé en Grèce et à Malte. Ça s'est déjà passé. Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on est tous tellement au-dessus de ça? La loi les y autorise à bloquer les comptes. La première chose à savoir, c'est que les crashs ne sont pas des accidents. C'est le fonctionnement programmé et même souhaité par beaucoup d'investisseurs en bourse. On dit souvent dans le milieu, faut tondre les moutons. Les crashs servent à ça. Quand les valeurs sont au plus bas, certains épargnants sont quand même obligés de vendre par besoin de liquidité pour vivre, quoi. Et qui va racheter tout ça? Ceux qui sont là derrière, qui guettent. Voilà, c'est un grand classique, c'est quand même pas difficile à comprendre. Hein. Lorsque les valeurs boursières baissent, c'est une aubaine pour les grands financiers, la finance internationale. Ils rachètent tout à bas prix. Alors eux, ils savent très bien que, par exemple, comme Warren Buffett, dont la fortune dépend beaucoup des actifs de Berkshire Hathaway, ils savent très bien qu'en temps de crise, parfois ils peuvent prendre du moins 30, du moins 50% sur leur fortune personnelle, mais ils savent très bien que s'ils maintiennent leur position, ça repart de plus belle, il faut surtout pas vendre. Mais eux, ils le savent. Et puis, est-ce que vous croyez que, en général, c'est les Microsoft, enfin les grosses sociétés, Amazon, Apple, tout ça, qui prennent vraiment du plomb dans l'aile quand il y a une crise? Non, ils attendent que le vent passe. Ceux qui prennent cher, en revanche, c'est toutes les PME ou les mid-cap qui, elles, se font racheter en temps de crise à tour de bras par les plus gros. Et après, les plus gros, en fait, atteignent la taille critique. Donc ensuite, c'est des trusts gigantesques. C'est-à-dire que ensuite, c'est des grandes banques, par exemple, qui rachètent tout ça. Il y a un exemple, hein, par exemple, avec les nouveaux puits de pétrole qui avaient été créés dans les années 2005-2010, avec ce système de le pétrole qui est cherché dans le sol argileux, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, aux États-Unis, au Canada. À mon avis, les financiers, ils finançaient tout ça en masse. JP Morgan, tout ça, ils finançaient tous ces nouveaux puits de pétrole, parfois des indépendants, etc., des petits, entre guillemets. Et on se disait, c'est bizarre parce que les banques savent très bien que ça sera jamais rentable quasiment. Enfin, même à 140 $ le baril, c'était pas rentable. Donc, ils avaient quelque chose en tête. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils n'ont pas disparu tous ces puits de pétrole. Depuis, le pétrole a chuté, a un petit peu remonté. Il a chuté jusqu'à 23 $ le baril, et puis il a un peu remonté depuis. Est-ce que ça n'a pas été organisé, ça? Parce qu'en fait, ce qui a été fait entre-temps, c'est que tous ces puits de pétrole indépendants ont été quasiment tous rachetés par les puissants, les grosses compagnies et les grosses banques. Ils ont été rachetés à bon prix. Et résultat, en ce moment, depuis quelques années, là, les États-Unis, ils pompent à fond tout le pétrole du sol. Là, on atteint des niveaux records. Donc voilà, et pourquoi pas se demander que les choses sont prévues, quoi. C'est vraiment pas compliqué. Quand vous avez un petit peu d'argent, que vous savez comment ça fonctionne, vous attendez que tout baisse, vous rachetez tout, voilà, c'est pas compliqué. Alors on va citer Guillaume Maujean, éditorialiste aux Échos. Ça fait des mois que les marchés sont en apesanteur, que les hausses succèdent aux hausses, que les valorisations grimpent toujours plus, que les facteurs négatifs sont relégués au second plan. Ce temps-là est révolu. On a Loïc Ferry, aussi PDG d'un fonds d'investissement. Vous évoquiez un risque de marché similaire au crash de 1987. Qu'est-ce qui vous rend pessimiste? Surtout l'évolution inquiétante de paramètres techniques importants. Baisse de la volatilité, baisse de la liquidité. Et aussi un changement. En cas de panique, les banques ne seront plus là pour absorber en partie le choc. La probabilité d'une correction est forte, même s'il est toujours difficile de se prononcer sur un timing exact. Nicolas Barré, en 2017, directeur du journal économique Les Échos. Il cite l'auteur du rapport du FMI. Alors que l'eau semble calme, les problèmes s'accumulent sous la surface. Le FMI prévient, si rien ne change, nous allons revivre la crise de 2008. Le FMI prévient, faut le faire quand même. Selon Pierre Larouturou, la crise de 1929 était une deuxième crise. Il y avait une crise en 1920-21. Selon certains économistes, la première crise était en 2008 et la deuxième serait la prochaine. Le FMI a redit que le risque d'une nouvelle crise financière est colossal. Le niveau de dette a augmenté 4 fois plus vite que le PIB aux États-Unis. En Chine, pour éviter une récession violente, il a fallu mettre 44% du PIB sur la table.
Stiglitz dit que depuis 2008, on s'est contenté de déplacer les fauteuils sur le pont du Titanic. Les deux moteurs de l'économie mondiale, les États-Unis et la Chine, peuvent exploser n'importe quand. Le système, c'est plus qu'un immense château de cartes. Tout tient mais à très peu de choses. Le moindre accident peut dégénérer. Comme le monde est désormais entièrement globalisé et relié à la seconde près, n'importe quel choc peut se propager d'un bout à l'autre de la planète en quelques minutes. Il faut savoir aussi que 70% des banques sont en faillite virtuelle. Je vais y revenir plus tard. Alors qu'est-ce qui pourrait résulter de tout ça? Peut-être pas une spoliation totale de notre argent, mais au moins un très gros hold-up. Alors quelles sont les bulles qui menacent d'éclater? On peut citer la bulle boursière, la bulle obligataire, la bulle hypothécaire, la bulle des prêts des entreprises, la bulle de l'immobilier. Et rien qu'aux États-Unis, la bulle des cartes de crédit, la bulle des prêts étudiants, la bulle des prêts automobiles, la bulle de la dette fédérale, la bulle des crédits aux ménages. Et c'est le monde entier qui est plein de bulles. Il y a une bulle des dettes souveraines partout, et une bulle des prêts d'entreprise partout, et une bulle des crédits aux particuliers et aux ménages partout. Et une bulle qui éclate, c'est un crash, une crise et une récession économique. Donc chômage, impôts, austérité, réduction de crédit, bref, moins d'argent pour tout le monde, y compris pour l'État qui entretient moins ses services. Donc tout qui se dégrade, routes, éducation, sécurité, hôpitaux, on l'a vu ces dernières années, depuis 2008 déjà. Mais le risque cette fois, c'est qu'il y a plusieurs bulles qui peuvent éclater dans la même période, ou successivement. Quand il n'y en a qu'une, le monde a le temps de souffler et de se relever. Et plusieurs, je vois pas comment le système pourrait s'en remettre. Alors pour votre info, aujourd'hui, une banque européenne standard, c'est 50 milliards de fonds propres, 1500 milliards d'actifs et 30 000 milliards de hors bilan. En gros, ça veut dire que la banque elle a 50 milliards de fonds propres d'argent à elle, 1500 milliards qu'elle gère sur les marchés, et 30 000 milliards avec lesquels elle fait à peu près n'importe quoi. La plupart des analystes aujourd'hui considèrent qu'il y a 10% de risque sur le hors-bilan des banques. Donc sur 30 000 milliards de hors-bilan, c'est 3 000 milliards de risque par banque. Vous pouvez multiplier ce risque par 15 ou 20 pour les plus grandes banques d'Europe. Alors entre parenthèses, on pense que les Allemands, c'est des sérieux gestionnaires, et que la Deutsche Bank, il n'y a pas de problème. Mais la Deutsche Bank, c'est un des plus gros risques pour le monde entier. Et elle est considérée d'ailleurs par le FMI comme le plus important contributeur de risque systémique. Alors faut voir de quel niveau de risque on parle déjà. Pour vous donner un exemple, lors de la dernière crise, la banque Lehman est tombée à cause de 146 milliards de dollars de produits dérivés pourris, les fameux subprimes. Devinez combien de dollars la Deutsche Bank a de ce genre de produits? 39 000 milliards. On a ce chiffre tiré du rapport de la Deutsche Bank en décembre 2017, OTC dérivative, 38 173 milliards de dollars. Est-ce que vous voyez la différence de risque? À titre indicatif, le budget annuel de l'Allemagne, c'est 320 milliards d'euros. D'accord? Alors est-ce qu'en France, on est à l'abri? La seule BNP compte pour presque 30 milliards de produits à risque. 200 fois ce qui a fait exploser la crise de 2008. Société Générale, 16 922 milliards. Crédit Agricole, 14 325 milliards. BPCE, 5 348 milliards. Au total, 59 420 milliards d'euros. Donc c'est Charles Gave qui dit qu'en Europe, 70% des banques sont en faillite virtuelle. Alors là où on dit souvent que les choses pourraient venir d'Italie, c'est que effectivement les montants sont pas énormes, mais il faut savoir que les créances sont vraiment pourries là-bas. Il y en a pour environ 220 milliards d'euros, mais c'est des créances définitivement pourries. Et l'incendie a déjà commencé. L'année dernière, 3 petites banques italiennes, entre guillemets, ont fait faillite. Le montant total de la faillite était de 23 milliards d'euros. Alors on peut toujours dire, mais en France, il y a un fonds de garantie. Ça, c'est la théorie. Mais il est de combien ce fonds? 3 milliards, c'est tout. 3 milliards. Vous voyez le problème? C'est ridicule. Ça peut couvrir, la faillite d'une petite banque régionale. Et rappelons que le système bancaire français a actuellement 73 000 milliards de risques en cours, minimum. Et que même si seulement 10% de ces risques se réalisent, ça fera des pertes pour au moins 7 300 milliards. Donc qu'est-ce qui se passe si le fonds de garantie n'a pas assez? La directive européenne BRRD permettra-t-elle la ponction des comptes? Alors la différence qu'on a aujourd'hui avec les escrocs comme Bernard Madoff, etc., c'est que là c'est des escrocs, mais officiels. Le système entier ressemble à une chaîne de Ponzi. Les États-Unis ne rembourseront jamais les 22 000 milliards de dollars de dette. On sait très bien. Chaque année, ils ne font que rembourser en faisant un nouvel emprunt. Il faut savoir qu'en général, le capital dans ce genre de dette se rembourse sur du in fine, c'est-à-dire à la fin. Donc on peut dire que les États ne rembourseront jamais leurs dettes réellement. Comme dans toute escroquerie, il y a un perdant. C'est qui? C'est nous. Car en fait, les États ne font en réalité que verser des intérêts, mais avec quel argent? Celui de vos impôts.
Madoff disait « Je suis peut-être un escroc qui fait du Ponzi, mais le gouvernement l'est encore plus ». Madoff, c'était 18 milliards. Le gouvernement américain, c'est 22 000 milliards. Alors, c'est mathématique. À un moment, ça va s'effondrer. Ou alors, les États doivent faire quelque chose avant. Et ils ont peut-être ça en tête. Une grande remise à zéro. C'est un des plans secrets qui est étudié par nos classes dirigeantes. Alors, remettre à zéro, mais quoi? Les compteurs du système monétaire et financier. Quel est l'intérêt? Annuler les dettes. Car il y a des dettes qui sont impossibles à rembourser. Alors, dans le monde, la dette cumulée de tous les États se monte à environ 237 000 milliards de dollars. C'est tellement énorme que ça n'a plus de sens. Qu'est-ce que dirait Henri Verneuil qui avait fait le film 1000 milliards de dollars? Aujourd'hui, les échelles sont plus les mêmes. Alors les gros poissons, ils font semblant qu'ils rembourseront la dette, mais ils se contentent de payer les intérêts. Et quand il le faudra, ils remettront les compteurs à zéro. Donc, est-ce que les États se mettraient d'accord pour annuler toutes ces dettes? Oui, mais les États doivent de l'argent aux banquiers. Mais ils ne peuvent plus rembourser. Donc ils diront aux banquiers de se servir là où il y en a encore, sur nos comptes. Alors, qu'est-ce qui nous permet de croire que ce scénario-là, il est sérieusement envisagé par les élites? Il y a 4 ans déjà, Christine Lagarde a prononcé en petit comité le terme de reset. Et au FMI, on ne choisit pas les mots au hasard. En 2014, devant 60 personnes à Davos, forum des dirigeants économiques et politiques internationaux, elle avait une première fois parlé de ce terme. Et depuis, elle a dû le prononcer une bonne centaine de fois. Alors ça permettrait éventuellement de repartir sur de bonnes bases. Mais en quoi ça nous concerne, nous? C'est simple, votre argent ne vous appartient déjà plus. Mais finalement, est-ce que nos comptes seraient remis à zéro ou pas? Personne ne peut le dire à l'heure actuelle. Ça dépendra de l'ampleur de la crise. Ce plan, pour qu'il fonctionne vraiment, c'est-à-dire pour que les gens ne se révoltent pas, mieux qu'ils soient contents de leur sort, comme un petit peu dans Aldous Huxley, ces instigateurs doivent d'abord attendre une grosse crise. Elle est en train d'arriver. Il faut ensuite que l'on craigne que la situation empire. Et pour éviter que ça dégénère, l'État peut décider de bloquer les comptes bancaires, l'assurance vie, etc. Là, la peur va commencer à se disséminer. Tout le monde aura la trouille. Un objectif, mettre la trouille à tout le monde pour mieux les manipuler ensuite. Parce que quand les gens auront peur pour leur argent, ils seront prêts à accepter n'importe quoi. Le premier sauveur venu sera accueilli avec soulagement. Alors maintenant, j'ai quelques petites citations à vous donner en rapport avec tout ça. On va commencer par notre grand gourou Jacques Attali. Première citation qui n'est pas dénuée d'intérêt, on fait abstraction du personnage. Si rien n'est fait, surviendra une catastrophe, un tsunami auquel personne, pas même les plus riches ni les plus puissants, n'échappera. Donc je répète, pas même les plus riches ni les plus puissants n'échappera. Bon, ça a tendance à me rassurer, déjà. Une autre citation d'Attali, plusieurs pays d'Europe et d'ailleurs se préparent sans le dire à se déclarer en faillite. Alain Minck maintenant. La crise à laquelle nous serions confrontés pourrait tourner à la crise finale de l'économie de marché, avec à la clé les conséquences qu'il est loisible d'imaginer sur la démocratie et la vie en société. L'apocalypse n'est pas exclu. Très intéressant ce terme d'apocalypse. Philippe Béchade, maintenant analyste financier et président des Iconoclastes. Le système est déjà dans le coma dépassé. Le marché est désormais maintenu en vie artificielle. Aucune banque centrale ne peut plus le ramener à la vie, la vraie. Autre citation de Philippe Béchade. Comment cela se terminera-t-il? Probablement par une refonte complète du système financier. François Langlais. Les temps nouveaux de la répression financière commencent, avec la chasse aux contribuables et à l'épargnant trop mobile. Simone Wappler, journaliste spécialisée dans les analyses et conseils financiers. L'État, pour survivre, n'aura qu'une solution, faire main basse sur notre argent. Tous les moyens seront bons pour assurer cette survie, y compris nous dépouiller. Voilà, donc tout ça, ce sont des experts, des économistes et autres. Je pense que ça constitue quand même des preuves solides, là. J'espère que vous n'allez pas me dire où sont les preuves. Ça n'est qu'un délire paranoïaque de ta part. Non, non. Et mon but, c'est pas de vous faire peur, c'est de vous réveiller et pour qu'on puisse chacun prendre les mesures qui s'imposent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, je voulais partager avec vous ma réflexion sur le fonctionnement des marchés financiers et bancaires et de se poser la question de savoir si nous sommes véritablement libres financièrement. À la fin de la vidéo, donc, nous étudierons quelques pistes pour essayer de passer au-delà des entraves qui existent sur notre chemin vers la liberté financière individuelle. Pour commencer, je voulais voir avec vous la réalité des choses concernant l'argent et la monnaie. Comme vous pouvez voir sur ce tableau, au fur et à mesure des décennies et des siècles, en termes de proportion, on est passé d'une majorité d'argent en sonnant et trébuchant, donc les pièces et les billets,
vers de plus en plus de monnaie scripturale en rouge. Là, en 92, on était déjà à plus de 80% de monnaie scripturale. Aujourd'hui, ça doit être 90 ou 95% de monnaie scripturale. Donc, qui est, on va dire, l'argent scriptural, ce sont des lignes comptables détachées de toute valeur intrinsèque d'une monnaie palpable. Ça va être, par exemple, les virements bancaires, l'affichage comptable de votre solde sur un écran d'ordinateur, les chèques, les cartes bleues, le paiement électronique, etc. Donc, ce qui pour moi est inquiétant, c'est que on voit bien qu'avant, la monnaie reposait sur une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que quand vous aviez une pièce en or, elle valait plus qu'une pièce d'argent ou de cuivre. C'est-à-dire que les pays, leurs réserves d'argent reposaient sur la quantité qu'ils avaient de richesses véritables, d'or, etc. Et le stock ne pouvait pas être supérieur à leurs réserves en métaux précieux. Le problème, c'est que on a commencé ensuite à sortir de la réalité, c'est-à-dire que l'argent est devenu de plus en plus quelque chose d'abstrait et qui petit à petit ne représente plus la réalité, qui ne représente plus rien sinon la confiance qu'ont les gens en la valeur, la cotation d'une devise ou d'une monnaie. Depuis 1973 et surtout 1976 avec les accords de Jamaïque, par exemple, les États-Unis se sont séparés de l'étalon or pour le dollar, c'est-à-dire qu'avant, chaque dollar avait sa contre-valeur en or, était échangeable. À partir de là, il s'est produit un fait mondial qui est que la plupart des cotations de devises ont flotté librement. Leurs cours ont flotté librement et étaient soumises à toutes sortes de, on va dire, toutes sortes de caractéristiques et surtout de comportements humains, de masse, c'est-à-dire le flottement libre des monnaies, on peut à peu traduire la peur des investisseurs, la confiance, etc. Mais on se rend bien compte que les cotations ne reposent plus sur la valeur intrinsèque de la monnaie. Ce qui est dangereux, c'est que ça enfle, ça crée quelque chose de totalement virtuel. Par rapport à ça, je voulais aussi vous expliquer très rapidement le fonctionnement de la création monétaire aujourd'hui. Quand vous allez voir une banque commerciale et que vous sollicitez par exemple un prêt de 200 000 euros, je vais faire simple, mais grosso modo, cette banque va acheter pour 200 000 euros, enfin va acquérir pour 200 000 euros de monnaie banque centrale, c'est-à-dire que grosso modo, ils vont demander à la banque centrale de créer 200 000 euros à partir de rien, c'est-à-dire que l'argent est créé à partir d'une ligne de crédit. Donc, ils vont disposer, eux, de ces fonds que la Banque centrale leur accordera à 0,5, 1%. Et eux, qui ne prennent aucune responsabilité véritable, vont vous le prêter à peut-être 3%, juste pour porter le risque, qui n'existe même pas pour eux, étant donné qu'en plus, en général, ils disposent seulement d'un huitième ou d'un neuvième de fonds propres par rapport au montant qu'ils prêtent. Et donc, vous allez rembourser votre prêt, et à la fin du prêt, vous aurez payé des intérêts, eux, ils auront récupéré ces intérêts, et à la fin, quand vous aurez remboursé votre crédit, la ligne de crédit sera fermée, et l'argent disparaîtra de la circulation. Donc la création monétaire est dépendante vraiment aujourd'hui des crédits. Mais on se rend bien compte que tout ça n'a plus de sens. Si les banques véritablement
ont globalement le pouvoir de créer de l'argent à partir de rien, pourquoi n'en serait-il pas de même pour nous? On peut voir actuellement avec le quantitative easing européen que la BCE rachète chaque mois jusqu'à 80 milliards d'euros de dettes d'entreprises et de banques. Et pourtant, l'impact n'est pas existant sur la qualité de notre vie, notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que la réalité, c'est que les banques renforcent leurs fonds propres, donc se sécurisent davantage, vu que leurs dettes sont garanties par rachetées, donc garanties par la BCE. Donc ils consolident leurs fonds propres, mais on voit bien qu'ils prêtent de moins en moins à la population, hein, des prêts, que ce soit des prêts immobiliers ou des prêts personnels, etc. Et on voit bien qu'on a le pouvoir d'achat est amenuisé chaque jour. Donc il faut bien se rendre à un constat aujourd'hui que une des possibilités serait l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire que pourquoi serait-il vraiment loufoque ou incroyable d'imaginer que, au lieu de faire ça, qui ne produit aucun effet, la Banque Centrale Européenne pourrait ouvrir des lignes de crédit, mais directement par rapport à la population, c'est-à-dire, par exemple, verser 2000 € sur chaque compte bancaire européen, ce qui nous permettrait d'alléger, nos dettes, de consommer, etc. Ça relancerait tout de suite la machine. Donc ça, c'est un exemple. Ça, c'est en ce qui concerne l'univers bancaire. Donc, déjà, sur quoi tout ça repose, hein, finalement. Pourquoi ne pas imaginer qu'on puisse se libérer de ces carcans, donc de ces autorités qui nous tiennent par l'argent et qui continuent à nous faire croire, dans le fond, que l'argent, ça doit être difficilement, durement acquis. Hein. Eux, ils l'ont facilement, mais on nous apprend à l'école que faut travailler dur, etc. Faut suivre la hiérarchie dans une entreprise durant des années pour espérer gagner un bon salaire. Voilà, il faut avoir des bons diplômes, etc. Mais le système scolaire jusqu'ici, ça n'est que... il n'existe que dans la volonté des grosses entreprises, etc., de formater de bons exécutants, hein, pour faire fonctionner ces entreprises. Et je dis pas qu'il faut pas d'employés, hein, dans le monde, mais réfléchissons quant à notre valeur intrinsèque à nous. Est-ce que véritablement une personne peut se dire je vaux seulement 9 ou 10 € de l'heure? Est-ce que ça vaut le coup d'échanger mon temps, ma vie, contre 9 €, 10 € de l'heure? Est-ce que je ne vaux pas plus, peut-être? Est-ce que j'ai pas des talents cachés? Et véritablement se poser la question de... est-ce que je peux pas essayer de m'enrichir par moi-même? De jouer le jeu selon les règles qui sont jouées par les grandes institutions. Est-ce que ça serait pas intéressant de jouer le même jeu? Puisqu'on joue à un jeu, allons-y. Est-ce qu'on peut pas imaginer notre potentiel personnel comme illimité et pouvoir créer avec nos idées nos propres sociétés et pouvoir développer notre potentiel et valoir bien plus que le temps qu'on vend aux entreprises. Bon, ça c'est une piste de réflexion. Ensuite, je voulais voir avec vous comment fonctionnent les marchés financiers. Quand on veut investir sur les marchés financiers, on passe en général par un courtier, quand on est un particulier, hein. C'est-à-dire qu'on paye cet intermédiaire pour prendre des positions sur les marchés financiers. Donc là aussi, il y a un intermédiaire, hein, c'est comme les banques. Déjà, pourquoi ne pouvons-nous pas accéder directement au marché interbancaire, par exemple, sur le marché des devises, accéder directement aux liquidités, et vu que ce sont des transactions dans le marché des devises de gré à gré, ce n'est pas un marché réglementé, les cotations sont librement fixées,
entre une contrepartie et une autre. Donc, pourquoi ne pas accéder déjà directement à ce marché interbancaire? Sauf que ça n'est pas possible. Hein. Si vous voulez accéder à ce marché-là, il faut être une institution, et il n'y a pas d'effet levier, il n'y a rien. C'est-à-dire que les positions sont prises directement sur le marché, et si vous investissez 100 000 sur le marché interbancaire, c'est vos 100 000, hein, et c'est 100 000 qui sont investis. Il n'y a pas d'effet levier, c'est-à-dire que le courtier ne va pas vous prêter un montant pour investir sur les marchés et récolter les bénéfices de ce montant, ou les pertes de ce montant investi sur le marché. Quand vous avez par exemple un effet de levier de 100 appliqué par votre courtier, vous allez investir de votre poche par exemple 100 €, et sur le marché, votre courtier va investir donc 10 000. Et vous récolterez les pertes ou les bénéfices éventuels de cette position. C'est pour ça que mal maîtrisé, ça peut être dangereux, l'effet levier. Ça permet aussi, si on sait ce qu'on fait, de gagner de l'argent. Hein. Alors, le fonctionnement donc des courtiers, les plus sérieux, on va dire, il paraît qu'ils sont transparents par rapport à l'autorité du marché financier. Le seul problème, c'est que il y a quand même beaucoup de courtiers qui sont des market makers. C'est-à-dire que, pour prendre comme exemple le marché des contrats sur différence, les CFD, c'est un produit qu'ils vous proposent, qu'ils vous vendent. Par exemple, reproduire l'indice du CAC 40, mais dans un produit qu'ils ont eux-mêmes conçu, et qui est censé reproduire plus ou moins fidèlement les cotations de quelque chose qui existe vraiment, d'un instrument. Hein. Et, dans le fond, un contrat sur différence, ça sera entre vous et le courtier, ça sera pas entre vous et le marché. Hein. Donc ce que va faire un courtier qui est market maker, il va en fait prendre en considération toutes les lignes ouvertes par les clients. Donc il y aura des vendeurs, des acheteurs sur tout type de produits. Et à la fin de la journée, il va compenser tout ça et il va uniquement prendre des positions sur les marchés pour se couvrir d'une différence si elle existe, donc d'un risque. Par exemple, si s'aperçoit que par rapport à toutes les positions consolidées ouvertes par les clients, s'il y a 10 millions d'euros investis sur l'euro-dollar à l'achat et qu'il y a 8 500 000 à la vente, ils vont se couvrir de la différence, donc de 1 500 000. Et là, ils vont prendre cette position sur les marchés. Mais toutes les positions compensées, ils vont pas forcément les prendre pour vous sur les marchés. Ils vont faire leur propre marché. Donc eux, ils vont simplement se couvrir de la différence. Ça, c'est un certain type de courtier. Après, il y a d'autres types de courtiers qui vont, selon les clients, si vous êtes globalement perdant, par exemple, ils vont vous proposer leur cotation, ils vont proposer ce qu'ils ont en stock, entre guillemets. Hein. Donc ils vont pas prendre les positions pour vous véritablement, vu qu'ils sauront qu'à la fin de la journée, vous serez globalement perdant. Donc ils auront juste à... Ils n'ont pas besoin forcément d'avoir pris la position sur le marché. Et si quelqu'un d'autre a pris une position inverse à vous, et qu'il a... ou si eux ont pris une position contre vous, ils vont simplement retirer la différence de ce que vous avez perdu. Avec un trader gagnant, ce sera déjà différent, c'est-à-dire que comme vous serez globalement gagnant, c'est pas forcément intéressant pour eux sur des produits comme les CFD. Donc ils vont prendre directement les positions pour vous sur le marché, ils vont juste prendre une commission. Mais on voit bien que déjà, dans quelle manière peuvent-ils manipuler le marché qu'ils font eux-mêmes. On peut très bien s'imaginer que, même si c'est décrié, on peut très bien s'imaginer que il puisse y avoir un algorithme qui va déclencher, par exemple,
qui va faire bouger la cotation qu'ils auront créée, qui va le faire bouger peut-être dans leur sens, hein. Je ne sais pas. Si vous avez un stop assez près comme ça, il suffit d'un petit mouvement, d'un micro-mouvement pour le déclencher et déclencher une perte, alors que globalement le mouvement aurait été gagnant pour vous. Bon, enfin, toutes sortes de choses sont possibles et imaginables, hein. Après tout, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, ça c'est le problème des intermédiaires. Problème que n'ont pas les institutions, hein, quand elles passent par des plateformes qui leur permettent d'accéder au marché interbancaire. Elles n'ont pas ce problème, hein, il ne peut pas y avoir de conflit d'intérêts, etc. Donc là aussi, hein, c'est comme l'hélicoptère monnaie. Pourquoi ne pourrions-nous pas avoir accès directement à ces plateformes sans passer par des intermédiaires? Voilà, donc c'était différentes sortes de réflexions sur la façon de fonctionner des marchés bancaires et financiers. Et maintenant, je poserai la question suivante, c'est est-ce qu'on ne peut pas être libre financièrement, pouvoir se libérer de toutes ces autorités sur nous, alors notamment par exemple le mensonge, hein, qui est perpétré depuis longtemps, comme quoi mais non, mais tout le monde ne peut pas être gagnant, hein, sur les marchés financiers par exemple. Vous imaginez, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a pas de méthode magique. Il ne peut pas y avoir 100% de personnes qui vont gagner. Voilà, c'est surtout cette notion de difficulté, d'effort et de culpabilité par rapport à l'argent gagné. C'est vrai que c'est pas facile d'imaginer, par exemple, quand vous commencez à trouver un système gagnant après des années de recherche et de travail, vous trouvez une stratégie gagnante sur les marchés, et vous voyez que vous pouvez dégager en moyenne, par exemple, 500 € par jour grâce au marché financier. Oui, mais vous aurez travaillé pour ça. Et c'est vrai que c'est difficile, avec le système tel qu'il est, de ne pas culpabiliser, de ne pas se dire... C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent très durement pour gagner même pas la moitié. Alors que nous, on a juste à suivre l'évolution des marchés sur un écran et... Oui, mais pourquoi pas? Il faut se libérer de cette notion de souffrance que certaines élites ont mis dans notre tête, cette notion de souffrance et de difficulté par rapport au fait de gagner sa vie, gagner bien sa vie. Pourquoi ça serait pas possible? Eux-mêmes ont le pouvoir de créer des lignes de crédit, de créer de l'argent à partir de rien. Donc, essayons de... Vu que le jeu est pipé, essayons de jouer à ce jeu avec les règles existantes, hein. Essayons d'en tirer parti. Donc déjà, le plus grand mensonge, c'est, dans le marché financier, tout le monde ne peut pas être gagnant. C'est impossible. Alors ça, c'est complètement faux. Si on prend... C'est vrai que chaque marché est différent, mais si on prend par exemple le marché des devises, en termes de liquidité, il faut savoir que chaque jour, pour le marché des devises dans son ensemble, qui est un marché de gré à gré, 3 à 4 trilliards de dollars sont échangés chaque jour. Donc il n'y a pas de problème de liquidité. Et il y a des gagnants, il y a des perdants, etc. Peu importe. Le marché des devises, c'est un très bon exemple. Il n'y a pas de société derrière, il n'y a pas de cours, d'évolution de cours de société ou de choses comme ça. Donc déjà, il ne peut pas y avoir de problème de conflit d'initiés. C'est-à-dire que on peut créer autant de cotations qu'on souhaite et gagner de l'argent simplement sur la différence entre le cours auquel on a ouvert et le cours auquel on a fermé. Et dans quel sens on est parti. Si c'est à la vente, si c'est à l'achat.
Mais le tout est de faire de l'argent sur les différences de cours qui subviennent donc dans ces marchés. Mais on peut très bien imaginer que les particuliers un jour créent leur propre marché et qu'il existe des cotations, par exemple, entre le pourcentage de chance qu'on a entre le fait est-ce que l'Angleterre va sortir de l'Europe ou pas, oui, non, j'achète du oui, je vends du non, est-ce que par exemple on peut avoir des cotations qui existent entre, ça existe déjà, hein, entre les monnaies virtuelles comme le Bitcoin et le dollar, donc tant qu'à aller très loin dans des choses qui sont même plus palpables, même plus tangibles, créons toutes sortes de cotations. La valeur de McDonald's, la valeur de ses actifs contre la valeur des actifs de Burger King. Et on va jouer la différence par rapport à ces deux valeurs. Et créer une sorte de marché de particuliers dans lesquels on s'échange librement nos paris, en quelque sorte. Et voilà, et revenir à ce mensonge comme quoi tout le monde ne peut pas être gagnant. Ah bon? Vraiment? Mais... si 100% des gens, même si 100% des gens, ce qui est impossible vu que chacun a sa stratégie, même si 100% des gens étaient acheteurs sur une cotation, j'ai envie de dire, très bien. Mais tout le monde peut gagner de l'argent sur une différence de cotation, vu que déjà chaque personne sera sur une unité de temps différente. Donc même si la majorité de la population a découvert une bonne stratégie ou un bon indicateur, il y a une personne qui sera en 15 minutes, qui aura des signaux en unité de temps 15 minutes. Mais ça ne sera pas les mêmes signaux que quelqu'un qui sera en unité de temps 1 heure, par exemple. Donc là, même sur une même stratégie, on aura des flux de gens qui rentreront et sortiront à des moments différents. Donc pourquoi tout le monde déjà ne pourrait pas gagner de l'argent? Il faut vraiment réfléchir à ça. Et je voulais vous présenter autre chose, c'est la façon d'afficher les prix. La façon classique d'afficher les prix, la plus répandue, c'est les bougies japonaises. C'est assez chaotique, hein. Allez me dire où est-ce qu'il faut acheter ou vendre quand vous êtes sur le moment. Là, on est dans le passé, mais quand vous êtes sur le moment. Allez me dire si telle bougie vous indique une vente ou un achat. Je parle sur des dégagements de tendance, hein, pas... il ne s'agit pas d'acheter et de vendre dans la seconde, hein. Sur le long terme, ça risque d'être très compliqué. Ça, c'est par rapport au temps. Mais est-ce que ça aussi, c'est pas un mensonge? Quelqu'un, par exemple, qui a un tempérament impatient, ça va le rendre fou, hein, que les cours ne bougent pas ou soient contradictoires sur une semaine, par exemple. Là, il y a aucune véritable tendance qui est dégagée, hein. C'est flat, c'est plat. Et ça, c'est par rapport au temps, mais moi, je me fiche de savoir qu'il soit passé X minutes ou X jours entre tel ou tel point. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les cours sont allés dans mon sens ou pas? Est-ce qu'il y a eu de la volatilité ou pas? Alors maintenant, je vous mets en graphique en Renko. Là, je vous vends rien, hein, c'est juste une manière d'afficher des prix. Là, on a des tendances qui s'affichent. C'est-à-dire que les boîtes, les bougies vont se dessiner selon est-ce que le marché a bougé ou pas. Si le marché n'a pas bougé, il n'y aura aucune boîte qui se dessinera. Et ça nous indique bien le sens dans lequel ça va. Rouge, ça vend, enfin ça baisse, et vert, ça monte. Donc, déjà, c'est beaucoup plus lisible. Donc, est-ce que ça, déjà, c'est pas une manière de réfléchir de façon différente à ce qu'on veut bien nous faire croire pour nous garder perdants? C'est-à-dire jouer sur le temps. Mais le temps n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est l'énergie. C'est le mouvement. C'est la force du mouvement. Est-ce que là, on est haussier ou baissier? C'est la seule chose qui compte. Est-ce que là, entre là et là, ça va prendre une semaine ou 10 minutes? Peu importe. Moi, je veux savoir si la force est haussière ou baissière. Donc, ça, c'est une piste.
à vous de... Après, c'est technique, à vous de travailler un petit peu sur ces stratégies, sur les marchés, etc. Mais moi, je peux vous dire que chaque personne sur Terre peut gagner de l'argent avec les marchés financiers. Et il faut absolument sortir de ce mensonge comme quoi il n'y a pas assez pour tout le monde. Bien sûr qu'il y a assez pour tout le monde. On peut créer toutes sortes de cotations à partir du moment où on joue sur toute différence entre tel et tel produit, tel et tel marché. Et chaque personne aura une vision différente des choses de toute façon. Donc un tel vendra pendant qu'un autre tel achètera. Et tout le monde peut gagner sa vie comme ça. De la même manière que tout le monde n'a pas les mêmes rêves. Tout le monde ne souhaite pas avoir une grosse voiture, une grosse maison, une telle marque. Il y aura telle personne qui aura d'autres rêves, ou qui vaudra une autre marque, ou qui... Voilà, il y a assez pour tout le monde. À partir du moment où on aura compris ça, on pourra commencer à libérer notre pensée. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, à très bientôt.